Homme politique français puis malien, panafricain et tiers-mondiste. Durant sa vie, il occupa plusieurs fonctions politiques. Feu le président Modibo Keïta. Né en 1915 à Bamako, Modibo Keïta est issu d'une famille malinke et musulmane. Après avoir appris les premiers rudiments du Coran, Modibo Keïta fréquenta l'école primaire urbaine de Bamako entre 1925 et 1930. Classé 9e sur les 71 élèves de toutes les écoles du Soudan, excepté celle de Tombouctou et de Niafounké, le fils de Daba et de Atouma Kamara est admis à l'école primaire supérieure de Bamako, actuel lycée Assia Mohamed, le 15 septembre 1930. Doté d'une grande intelligence, il est reçu en 1933 premier de la colonie du Soudan et 5e en Afrique occidentale française sur les 93 élèves admis à l'école William Ponty de Gorée. 3 ans plus tard, il sortira major de sa promotion avec la mention bien et devint instituteur. Activiste culturel, il deviendra aussitôt un véritable combattant politique dont la première expérience eut lieu à Sigasso au sein des masses paysannes en 1945. Je vous dis vraiment avec toute la fierté qu'on doit avoir en parlant de Modibo. Parce que Modibo était un homme exceptionnel. C'était notre chance. Modibo était un grand homme. D'abord, il était sobre, courtois, avec tout le monde. Modibo respecte tout le monde. Quand on arrive à le fâcher, alors il crie. Modibo a été pour presque tous les jeunes de ma génération l'homme qu'il faut pour diriger ce pays. Modibo est un homme intègre qui ne s'est pas enrichi pour qui la richesse était la richesse du pays, ce que les autres gagnaient, donc pas du seul. Modibo était tout simplement un leader, c'est-à-dire celui qui ne pense pas à lui-même, mais qui pense à la collectivité, qui pense au pays. Modibo Keïta était un homme éminemment intelligent, très sérieux dans tout ce qu'il fait, et il avait un objectif tout simplement, c'était de montrer le bon chemin et le caractère. Modibo, quelques mois avant le coup d'État, avait construit quelques chambres dans son champ à Moribabougou. Alors après avoir terminé, il n'avait pas suffisamment d'argent pour payer les battants des portes et des fenêtres. Donc il a demandé au directeur de Métal Soudan de l'aider à avoir le complément du battant pour les portes et les fenêtres de ses chambres et qu'il ne pourra pas le payer d'un coup, mais par tempérament, ils vont convenir d'un échéancier à l'issue duquel il va essayer de payer. Alors, ce dernier a accepté. Mais 2 mois après, il y a eu le coup d'État. Jusqu'en 1971, puisqu'on ne lui permettait pas d'entrer en contact avec sa famille ou d'envoyer des lettres à qui il le voulait, alors en 1971, on a allégé un peu ses conditions de détention. Donc il a envoyé une lettre au directeur du Métal Soudan pour lui dire qu'il n'a pas oublié ce qu'il lui devait, mais que ce dernier sait de ce qui s'est passé, mais qu'il a appris que la France voulait lui payer ses pensions d'anciens ministres français. Ça se trouvait qu'au Mali, on avait tout coupé. Il n'avait pas de salaire, il n'avait rien. Donc, il n'avait pas d'argent. Alors, c'est comme ça qu'il a expliqué à ce dernier qu'il a demandé à sa famille, une fois que cette pension-là va commencer à être versée, que sa famille aille verser cela au directeur de Métal Soudan en guise de remboursement de ce qu'il lui devait.
malgré son statut de président de la République, Modibo descendait tous les matins aux environs de 6 heures du matin pour saluer son père et toute la famille. Tous les jours, Modibo était comme ça. En novembre 1966, sa mère et sa grande sœur sont allées au pèlerinage à la Mecque. Au moment de leur départ à Bamako, il a estimé qu'il n'avait pas suffisamment d'argent pour pouvoir les assister. Il a écrit une lettre qu'il a remise à sa mère afin que cette dernière donne ça à l'ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite pour lui prêter à lui, Modibo, président de la République, en 1966, 60 000 francs maliens et qu'à la fin du mois, il va rembourser. Mais montant à remettre à sa mère là-bas comme sa contribution pour aider sa mère pour le pèlerinage. Voilà l'homme, président de la République, qui prête 60 000 francs à son ambassadeur pour le pèlerinage de sa maman à la Mecque. Déterminé à décoloniser son pays, Modibo Keïta pensait qu'un pays nouvellement indépendant doit affirmer sa souveraineté. Ainsi, il lança la politique de décolonisation économique le 18 octobre 1961 à travers ce qu'on appelle le plan quinquennal. De ce plan, plusieurs sociétés et entreprises d'État verront le jour, telles que la Somiex, la Socoma, la Sonatam, la Comatex, etc. Ce qu'il faut dire de Modibo, c'est que tout partait d'une vision. Je veux dire, le Mali a toujours été un pays agricole. Il fallait asseoir le développement de l'agriculture de ce pays sur l'agriculture. Mais l'agriculture devait être arrimée à l'industrie. L'industrie était là pour deux objectifs. Un, il fallait d'abord transformer ce que nous produisons sur le plan agricole, en tout cas une partie de ce que nous produisons. Et deuxièmement, il fallait aussi faire face aux besoins de première nécessité. Modibo voulait que les richesses du pays soient les biens du peuple. Il a été hanté par cette idée. Tout pour le peuple. Modibo avait créé cette sensibilité-là pour donner du travail aux Maliens et pour nous initier aussi à la transformation de matières premières pour faire la valeur ajoutée. Et Modibo a fait tout cela sans aucun endettement extérieur. Il n'y avait pas de fonds monétaire, il n'y avait pas de banque mondiale qui venait au secours du Mali et financer la construction de cette société-là. C'est les Maliens, à travers l'emprunt public, populaire, qui ont financé pratiquement toutes ces structures-là. Pour assurer un ravitaillement sur l'ensemble du territoire national des produits essentiels comme le sucre, le sel, le savon et d'autres choses après. Et donc le président Modibo Keïta et ses compagnons ont dû mettre en place une société entreprise qu'on appelait la Somiex, Société malienne d'import-export, qui devait ravitailler en produits de première nécessité tous les Maliens sur l'ensemble du territoire national. Et au même prix, de Kidal à Kaï, vous achetiez le savon au même prix, vous achetez le riz au même prix, vous achetez l'huile au même prix, vous achetez le sucre au même prix. Tout pays dont les besoins sont satisfaits essentiellement par l'apport de l'extérieur ne peut jamais être indépendant. Voilà ce que le régime de Modibo a compris et ils ont créé des sociétés entreprises d'État permettant la satisfaction des besoins intérieurs du pays avant de pouvoir exporter. La Socoma, c'est moi qui l'ai créée. C'est une société qui fabriquait des jus de tomates. Essentiellement, c'était pour ça. C'était pour que nos femmes, nos commerçants n'aient plus à importer le concentré de tomates pour les sauces. De là, on a fait le jus de gingembre. On a même fait le jus de mangue, les jus de zaban. Il y tenait beaucoup et il en était fier. Il n'y avait pas un seul secteur
du développement de l'économie nationale qui n'ait pas été touché par le régime dans le sens de la création d'infrastructures permettant de satisfaire les besoins. C'est comme ça, par exemple, que l'Office du Niger, la première des choses, c'est arrivé à l'autosuffisance alimentaire. L'Office du Niger a été transformé, orienté essentiellement vers la production agricole, permettant la prise en charge des besoins des populations maliennes. Et ensuite, il y avait l'OPAM, qui se chargeait de la commercialisation et de la vente des produits. Il y avait la sucrerie de Dougabougou pour la production de sucre. Il y avait l'huilerie de Koulikoro, l'huilerie et la savonnerie de Koulikoro. Il y avait aussi la production des jus de tomates et des pâtes de tomates et des jus de fruits du Baginda. Donc tout ça, c'était des démarches qui étaient conçues pour permettre aux Maliens eux-mêmes de satisfaire à leurs besoins plutôt que de tendre la main essentiellement vers l'extérieur pour la satisfaction de ces besoins. Donc c'était pour deux raisons. La première raison, transformer ce que nous produisions, donner du travail, mais aussi à rendre disponibles les produits de première nécessité. L'un des objectifs du président Modibo Keïta était de remettre en valeur la culture malienne. Ainsi, des formations nationales comme l'ensemble instrumental, l'orchestre national, le ballet malien ou encore la semaine de la jeunesse feront leur apparition. À l'indépendance du Mali, feu le président Modibo Keïta a vite compris l'importance de la culture dans la vie d'un peuple. Donc, il a réuni les musiciens à travers le ministère de la Culture, alors pour leur demander de penser à développer notre propre musique, notre propre culture. C'est ainsi que l'ensemble instrumental national a été créé. C'est ainsi que l'orchestre national, formation A et B ont été créés. C'est ainsi que les ballets maliens ont été créés. Beaucoup d'autres choses. Nous étions inféodés à une culture extérieure qui méprisait souverainement notre culture. Donc, indépendant voudrait dire qu'il fallait réhabiliter nos propres cultures. Donc, la première mesure, c'était la réforme de l'enseignement, qui a vu l'introduction de l'histoire et de la géographie africaine dans nos programmes d'enseignement, à partir de 1962. Et à partir de là, on a vu tous les secteurs qui pouvaient être soustraits de la culture, de la domination de la culture coloniale, pour avoir une expression libre de notre être. Donc, cela est passé par la création de l'ensemble instrumental, des ballets maliens qui ont circulé dans le monde pour véhiculer la valeur de la culture malienne. Et enfin, il y a eu la semaine de la jeunesse. L'objectif visé donc par ces formations nationales, c'était pour valoriser le patrimoine et le folklore national, chant et danse. Dieu sait qu'il y en avait, et il y en avait une telle variété par aire géographique qu'il a voulu magnifier en créant ces orchestres nationaux qui s'exerçaient et qui s'initiaient à apprendre et les chansons et les pas de danse de chaque terroir du Mali, de chaque aire culturelle du Mali. Ces formations n'avaient pas la vocation de faire rentrer de l'argent dans la caisse de l'État. C'était surtout pour éduquer le peuple, pour donner l'amour du Mali aux Maliens. C'était pour nous rendre fiers de ce que nos pères nous ont laissé. Nous rendre fiers de nous-mêmes. Pas orgueilleux, mais fiers de nous-mêmes. C'était cela le but. Et il avait réussi. Et il a tout fait pour que la culture malienne puisse vraiment se manifester, se montrer. Maintenant, au niveau des régions et même au niveau du district, il y avait des artistes pleins de talent. Mais le talent, ça ne suffit pas. Il faut éduquer le talent. Alors, pour l'éducation des jeunes talents, il a envisagé la création de l'INA en ce moment. Former des jeunes intellectuels
dans le cadre de la musique malienne. Et figure-toi, tiens-toi bien, l'INA a formé beaucoup de cadres des pays voisins. Pour achever le processus de décolonisation, l'Union soudanaise RDA lança une phase de réforme de l'enseignement en juin 1962. Selon Modibo Keïta, il était important de procéder à une décolonisation des mentalités car les années de colonisation ont, à n'en pas douter, imprimé au Mali un visage nouveau, l'isolant de son passé. Nous avons rompu avec le talisman colonial. Nous savions que nous n'avancerons pas avec ce système. Il nous faut autre chose pour que l'homme continue d'être fier de lui, mais pour qu'il soit travailleur, respectueux du passé et qu'il soit fier du présent et qu'il soit prêt à préparer un avenir plus grand. C'était le but de la réforme. Quand Modibo est arrivé, on est arrivé à l'indépendance, il a cherché vraiment à ce que le Mali ait des cadres qui lui permettent de pouvoir se construire. Parce que sans cadre, il n'y a pas de construction d'État, il n'y a pas d'indépendance aussi. Lorsque nous accédions à l'indépendance, le taux de scolarisation au Mali était de 7%. Mais à la fin du premier plan quinquennal, donc de 61 à 66, pendant 5 ans, le régime a pu faire passer le taux de scolarisation de 7% à 23%. Ça, c'est au niveau du cycle fondamental. Évidemment, il y a eu une réforme de l'éducation, alors sur la base de laquelle tout le système éducatif était géré. Et en termes d'enseignement secondaire, la plupart des lycées que vous voyez à Bamako ont été créés dans le cadre du plan quinquennal. Le lycée Askia, le lycée de jeunes filles, le lycée technique, le lycée Biagou Fariga, le lycée Prosper Kamara, le lycée de Badalabougou, le lycée de Banankoro, le lycée de Sévaré et le lycée de Markala. Tous ces lycées sont des créations de la Première République. L'objectif principal, c'était de faire un nouveau type de Malien, décolonisé, apte pour un développement absolument indépendant. Au moment de l'indépendance, il y avait à peine 5 titulaires de maîtrise universitaire et peut-être 3 ou 4 médecins, en tout et pour tout, pour un pays vaste comme le Mali. Donc en réalité, on partait de zéro. Donc il fallait créer les cadres compétents pour l'administration d'État, pour le secteur de la santé, pour le secteur de l'enseignement, pour le secteur de la défense nationale. Donc tous les secteurs devaient être couverts par des cadres. Donc il fallait créer les moyens pour faire ça. Les moyens, ce n'était pas de créer tout de goût l'université. Les responsables maliens ont pensé que c'est en créant les grandes écoles qui ont des missions spécifiques à remplir. C'est le cas de l'ENSUP. L'ENSUP visait à former des enseignants du secondaire et à charge pour eux de former les enseignants du fondamental. L'ENA servait à fournir les cadres de l'administration générale, l'administration des finances et de l'économie. Voilà. L'IPR, c'était l'encadrement de l'agriculture dans un pays essentiellement agricole. Il était important de créer des écoles pour former et des ingénieurs agronomes et des médecins vétérinaires. Donc les grandes écoles visaient à créer, et dans un délai relativement rapide, des cadres pour fournir le pays. Lorsque nous accédions à l'indépendance, il n'y avait pas un seul établissement d'enseignement supérieur au Mali. C'est dans le cadre du premier plan quinquennal que la plupart de toutes les grandes écoles que nous avons vues, que vous connaissez aujourd'hui, ont été créées dans le cadre du plan quinquennal. Qu'il s'agisse de l'ENSUP, l'École normale supérieure, de l'École nationale d'administration, l'ENA, de l'ENI, de l'IPR de Katibougou. Donc pratiquement, Modibo avait compris
que toute nation qui ne se forme pas sur la base d'un programme essentiellement intraverti, c'est-à-dire orienté vers la recherche de connaissance de soi-même, on a tout faux. Voilà pourquoi avec la réforme de l'enseignement en 1962, les programmes ont été complètement revus sur la base d'aider les élèves, les scolaires maliens, à se connaître. Comme toute œuvre humaine, l'homme dans sa nature est imparfait. Des airs de gloire ont existé durant le régime, mais force est de constater qu'il y a eu des insuffisances. Ce que Modibo a réalisé relève à la limite du miracle. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir une telle pénurie d'hommes et réaliser ce que tu as réalisé, qu'on ne dise pas que c'est bien. Mais en même temps, les insuffisances sont liées au fait qu'il a travaillé avec ce qu'il avait sous la main. Il était conscient du fait qu'il n'était pas formé pour diriger un pays. Tous ceux qui sont allés à l'école coloniale, c'était pour devenir des auxiliaires ou des agents subalternes de l'administration coloniale. Modibo était conscient de cela. J'ai beaucoup échangé avec Amadou Seydou Traoré Amadou Djikorni et Seydou Badian. Tous les deux m'ont dit, de façon séparée, que le défaut de Modibo, c'est qu'il faisait trop confiance aux gens. Et qu'il croyait que l'honnêteté, l'intégrité, la sincérité qu'il incarnait étaient partagées par tous, surtout les cadres maliens. Je ne dis pas que Modibo était un ange, une icône, vous voulez. C'est un homme qui avait ses défauts. Mais il avait moins de défauts que la plupart de ses contemporains. Modibo Keïta, qu'est-ce qu'on doit retenir de lui? C'est un homme politique progressiste, un homme politique anticolonialiste, un homme qui voulait la renaissance de son pays, le Mali. Ce qu'il faut retenir de l'homme, c'est la probité, c'est l'humilité, c'est l'honnêteté. Tout ça dans une charismatique personnalité. Et c'est tout ça qui rendait l'homme un peu exceptionnel en son temps. C'est un homme d'une très grande intégrité et qui avait marqué dans un registre du palais de plus bas l'utilisation qu'il avait faite des fonds spéciaux qui avaient été mis à sa disposition, avec la mention « je n'ai de compte à rendre à personne, mais ma conscience a des comptes à rendre à Dieu ». Si je reproche aux politiciens, quand ils parlent de Modibo, ils disent il est grand, il est intelligent, il est instruit. Non, c'est pas ça. De mon point de vue, c'est l'idée que l'homme a eue pour le pays, c'est-à-dire la lutte pour la souveraineté de ce pays. Nous sommes un pays continental. Ça veut dire que nous sommes assujettis à toutes les pressions possibles. Si nous voulons éviter ces pressions, il faut que nous soyons craints. Que chacun se dise, nous là, atteignons. Et ça, Modibo avait compris ça. Modibo était une personne exemplaire, que le bon Dieu ne donne pas à tout le monde. Quand il a été renversé, on a dit beaucoup de choses sur lui. On a trouvé des coffres remplis de dollars, et c'était pas vrai. Et on n'a pas trouvé ici un titre foncier appartenant à Modibo. C'était un grand homme. C'était un grand homme, respecté à l'intérieur comme à l'extérieur surtout. Modibo avait une vision et il ne s'était pas trompé. Il ne s'était pas trompé. On a mis pratiquement 50 ans à déconstruire ce qu'il avait construit et il en reste encore des choses. Si on parle de Modibo, 50 ans après son départ du pouvoir, plus de 30 ans, près de 40 ans après sa mort, c'est parce qu'il est allé au-delà de sa personne, il a pensé au pays, il est allé au-delà des questions du jour, il a pensé à l'avenir et aussi il a tout simplement été un homme comme on n'en trouve pas tous les siècles.
Ganadimi, adume de pe, ganadimi. Bola